Salut toi! C'est parti pour la tech lecture de l'été. Cet été, j'ai lu 42 livres, graphiques compris, pour un total de 14 814 pages lues. Si t'entends des petits gazouillis, de temps en temps, c'est ma fille qui veut s'exprimer. Je peux rien y faire. Je ne vais pas la bâillonner, ça ne se fait pas. Donc désolée pour le bruit d'avance, si jamais il y a. Des fois, elle est pas trop bavarde, donc ça passe, et des fois, elle a envie de s'exprimer. Je sais pas ce que ça va être, je préfère prévenir. On commence avec les sagas que j'ai découverts en lisant leur premier tome, et tu verras qu'il y en a pas des masses non plus ce mois-ci. Je suis plutôt contente parce que j'ai vraiment surtout avancé les sagas et vraiment c'est ce que j'avais envie. J'ai découvert ce mois-ci le premier tome des 12 d'Aristar, La vengeance de la dame, écrit par Jordan Ifueko et aux éditions Nathan. Tarisaï est née d'une mère qui, avant même la naissance de sa fille, va voir un génie et lui demande j'aimerais bien que tu tues l'empereur pour moi. Elle parle pas comme ça mais dans ma tête elle parle un peu comme ça. Et le génie lui répond bah non en fait il y a des lois, moi je peux pas tout faire non plus, je suis certes un génie mais il y a quand même des règles, il y a pas tout que je peux faire tu vois. Et la dame du coup la future maman de Tarisaï est en mode d'accord, j'entends bien. Dans ce cas, est-ce qu'on peut faire en sorte que toi et moi, on ken? Comme ça, on aura un enfant, que lui, l'enfant, il pourra tuer l'empereur. Et de là, le génie est en mode non, il y a des... Non, mince, il y a rien qui est prévu contre ça, donc bah je suis obligée de dire oui, je suis un génie, putain de merde. Et il se retrouve obligé de faire ce que la dame veut. Et c'est comme ça qu'est conçue notre héroïne. Plusieurs années plus tard, du coup, Tarissa a grandi loin des yeux de sa maman qui est tout le temps en voyage. Et un jour, sa maman vient la voir et lui dit ok, maintenant je t'ordonne de tuer le fils de l'empereur. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que Tarissa, elle va devenir poteau avec ce gars-là. Et donc elle a pas envie de le tuer, mais en même temps sa nature fait que peut-être qu'elle est obligée de le faire quand même, et donc elle va lutter ou pas contre sa nature. C'était trop bien, vraiment j'ai adoré cette lecture. C'est du young adulte qui par certains aspects est assez classique, mais par d'autres pas du tout. Notamment je trouve que le questionnement d'aller contre sa nature est hyper intéressant, c'est divertissant, j'aime tous les personnages, j'adore le personnage principal, mais j'aime aussi beaucoup le personnage de Dayo qui est du coup le fils de l'empereur. On dirait Steven Universe, je sais pas si tu connais Steven Universe, si tu connais mets-les-moi en commentaire. Moi j'adore Steven Universe et du coup il m'a fait penser à lui, c'est-à-dire qu'il est tout naïf, tout mignon, on a envie de lui faire des câlins. Il y a tout un panel de personnages hyper intéressants, l'histoire j'adore et j'ai très hâte de lire le tome 2 parce que c'est une duologie. Le seul petit bémol que j'ai quand même c'est au niveau de la couverture parce que les éditions Nathan en gros ils avaient sorti le livre avec la même couverture que la version originale. Sur la couverture de la VO on voit clairement la Tarisaï qui est noire du coup, on voit sa tête et ils ont fait une réédition où et on voit pas Tarisaï, parce que Tarisaï n'est pas un espèce de lion chelou, mais ouais, je sais pas, moi ça me dérange quand on invisibilise le fait qu'il y ait des personnages noirs. J'ai découvert également ce mois-ci Celle qui devint le soleil, écrit par Shelley Parker Chan et aux éditions Brajlon. On suit une fille qui est appelée la fille tellement tout le monde s'en fout, qui est justement tout le monde s'en fout, c'est-à-dire que son père il s'en fout d'elle, son frère il s'en fout d'elle, tout le monde s'en fout, parce que justement c'est une fille. Voilà, c'est super, ça commence bien. Du coup, son papa décide d'aller voir un espèce d'oracle avec elle et son frère, mais il va que pour son frère en fait, elle il s'en fout, on le rappelle, et du coup il va voir l'oracle, et l'oracle regarde son frère et dit oh mon dieu, mais vous êtes promis à la grandeur, voilà, la grandeur, ça va être exceptionnel. Et la fille elle est là, et moi, il regarde la fille et lui dit bah toi tu seras rien, voilà, tu n'es qu'une merde et tu le seras toute ta vie. Il dit pas ça exactement, mais grosso modo, c'est ce qu'il dit, tu vois. Et il se trouve que le jour même, si je dis pas de conneries, son frère et son papa décèdent. Du coup, ils décèdent, et elle est en mode, attends, je viens de sortir d'un oracle qui a dit que mon frère sera la grandeur et que moi je serai rien. À la limite, est-ce qu'il y a pas moyen que je prenne l'identité de mon frérot et que j'essaye de faire des grandes choses, tu vois? Et c'est justement ce qu'elle fait, et du coup, elle se fait appeler Zhu Shomba, et elle décide de se rendre dans un monastère, et c'est comme ça que commence son histoire. C'était trop bien aussi. On est en Chine, je sais pas exactement dans quelle année on est. De toute façon, c'est la fantaisie, c'est pas la réalité, même si ça s'inspire quand même de faits historiques. Il y a un truc hyper intéressant avec au niveau des batailles, parce que c'est-à-dire qu'il y a plein de batailles. On les suit pas du point de vue habituel, où on a l'habitude de suivre les batailles, tu vois. Et c'est hyper intéressant ce truc-là. Puis en plus, du coup, c'est pas du tout ennuyant, je trouve. C'est pas laborieux comme ça peut être des fois des longues scènes de bataille quand t'es pas fan de ça. Parfois ça peut être laborieux, là c'est pas le cas. Le personnage de Zhu Shomba est génial, je trouve. C'est pas juste une meuf qui veut genre trouver sa place. C'est une meuf, elle veut écraser les gens, elle veut être au-dessus, elle veut la grandeur. Et c'est fascinant de suivre ce personnage et du coup ses états d'âme, on va dire, tu vois, son évolution, la façon dont elle grandit pour toujours avoir en tête ce but-là dans sa vie, tu vois. J'ai trouvé que tous les persos étaient cool, sachant qu'on n'est pas que du point de vue de Zhu Shomba, c'est-à-dire de temps en temps on a le point de vue de d'autres personnages, ils sont tous aussi intéressants les uns que les autres, même si je préfère quand même Zhu. On suit notamment un eunuque, voilà. Est-ce que ce truc va pouvoir te donner envie de lire ce livre? Je ne sais pas.
je le balance juste comme ça. C'est plutôt de la fantasy adulte, hein, quand même si ça frôle avec le young adulte, tu vois, c'est limite, mais je dirais que c'est plutôt adulte. Au niveau de la fantasy, tu vois, c'est un bail à la Game of Thrones, c'est-à-dire qu'il y a de la magie, mais très peu. C'est plus un bail historique que il va avoir plein de magie et tout ça. Non, elle est présente très faiblement dans cet univers. Donc t'attends pas à un truc avec de la magie à foison, tu vois. Et en plus de ça, il y a une romance saphique que je trouve vachement cool. Et enfin, la dernière saga que j'ai débutée ce mois-ci, c'est Iskari avec son premier tome, Asha, tueuse de dragons, écrit par Kristen Ciccarelli et aux éditions Gallimard Jeunesse. Asha, c'est elle, Asha, c'est une tueuse de dragons. C'est-à-dire que, bah, comme son nom l'indique, son boulot, c'est de tuer les dragons. Mais c'est aussi une princesse, hein, y a pas toutes les princesses qui ont un boulot aussi classe que de devoir tuer des dragons, même si, pauvre bête. On est dans un monde dans lequel les histoires sont interdites car dangereuses. Et bah, le problème qu'il y a, c'est que Asha, elle a peut-être pas, un lien avec ces histoires dangereuses. C'était pas si mal, c'était pas extraordinaire, c'était pas incroyable, mais c'était divertissant. Il y a une petite vibe à la Mille et une nuits, on aime, on adore. Ça fait très romantasy, je sais pas si je le classerais vraiment de romantasy ou pas, mais t'as quand même une romance qui est assez importante dedans. Au niveau des dragons, je suis un petit peu déçue parce que quand ça a commencé, je me suis dit que ça allait être hyper original, vu comment c'était parti. Et en fait, j'ai trouvé que pas tant, qu'elle a peut-être un peu passé à côté d'un truc par rapport à son idée de base. Bah, ça aurait pu être encore plus grand pour moi. Du coup, ça devient des dragons que t'as déjà vu, tu vois, plus ou moins. C'est peut-être un peu dommage, mais reste que j'ai quand même passé un bon moment en découvrant Iskari. Et en plus, t'as Asha qui m'a fait penser à moi parce que elle procrastine de ouf, la meuf. Mais elle, sa procrastination, c'est pour s'empêcher d'aller tuer un dragon en particulier. Ça m'a fait vraiment trop rire parce que elle trouve toutes les excuses du monde pour aller faire autre chose au lieu de tuer ce dragon-là. On est finalement pareil, elle et moi. Hein. On enchaîne avec les suites de saga. Du coup, comme c'est les suites de saga, soit je vais pas te faire de résumé du tout, soit je vais te faire un résumé très court. J'ai continué ce mois-ci Beast of Prey avec son deuxième tome, La chasse continue, il me semble que ça s'appelle. J'ai perdu la jaquette, du coup, voilà. Écrit par Ayana Gray et aux éditions de Saxis. Dans le premier tome, on suivait deux personnages qui traquaient une bête dans la forêt. Dans ce tome-ci, on suit nos deux personnages qui sont séparés. J'ai plus eu d'intérêt pour son histoire à elle que son histoire à lui, alors que pourtant lui, bah, on découvre pas mal de choses parce qu'il voyage alors qu'elle reste plus ou moins au même endroit. C'était très tome de transition. Pour moi, ça aurait pu limite ce qu'on nous raconte ici être deux fois moins long, mais ça reste pas si mal, tu vois, c'était pas nul. Surtout que tu sens à la fin que ça va être génial ce que ça nous prépare. Mais là, tu sens vraiment que ce tome-là, il est fait pour nous préparer la suite. Donc, c'est pas si mal, mais c'est vrai que le tome en lui-même tout seul, bon, c'est pas la meilleure chose que j'ai jamais lue, tu vois. Ensuite, j'ai lu la suite de The Curse of Saints. La suite s'appelle du coup The Curse of Sins. C'est écrit par Kate Smith et c'est aux éditions Calix. Dans le tome 1, on suivait Aya qui avait des dons qu'elle n'était pas supposée avoir dans cet univers-là et c'était la merde. Dans ce tome-ci, je me suis fait yesh. À part les 200 dernières pages, c'était incroyable, voilà, c'était vachement bien. Et la toute fin, la dernière scène, enfin peut-être j'exagère sur la dernière scène, mais le dernier chapitre, ça m'a donné envie de lire la suite, alors que en vrai, s'il y avait pas ça, j'aurais pas lu la suite, parce que, je l'ai dit, je me suis fait yesh quand même sur 400 pages, sur 600, ce qui est beaucoup. En fait, si tu veux, c'est très dans l'intériorité des personnages, et parfois c'est cool, parfois j'aime bien, mais là, vraiment, je me suis ennuyée, mais toi, peut-être ça peut te plaire, si vraiment t'adores d'être dans l'intériorité des personnages, pourquoi pas, tu vois, mais alors moi, je là, allez, avance. Et puis les persos sont complètement teubés. Entre celui qui choisit d'aller crever alors qu'il a un moyen d'éviter ça, pourquoi? On ne sait pas, alors, il essaye de trouver une raison, je la trouve pas du tout crédible sa raison, moi personnellement. Des persos qui sont censés ne pas être vus ensemble et qui passent absolument tout leur temps dans des lieux publics. Celle à qui on confie la sécurité d'un royaume et qui choisit de se barrer parce qu'elle ne supporte pas l'autorité, enfin c'est pas la seule raison, mais quelles que soient ses raisons, c'est immature de ouf. Un perso qui ment alors qu'il dit lui-même que en fait s'il avait pas menti, il y aurait pas eu de problème, tu vois, la personne aurait complètement accepté. Tu vois, même ma fille, tu vois, ça l'énerve. Elle est énervée. Hein? Dis-le que tu es énervée, toi. Voilà, tu l'entends? Énervée. Et je ne te parle pas de celle qui est vénère, non pas parce qu'on lui a menti, mais parce que la personne qui lui a menti a partagé ce mensonge avec une autre personne. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en vrai? Hein, globalement, les 400 premières pages, ça m'a ennuyé, les 200 dernières, j'ai bien aimé, la fin, j'ai adoré. J'ai continué également ce mois-ci la saga 200 d'écume et de glace, et j'ai découvert le tome 2 et le tome 3. Oui, j'ai enchaîné les tomes tout simplement parce que pour moi, c'est des lectures que je fais l'été, sinon bah, j'aurais attendu l'été prochain pour le lire. C'est écrit par Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon, by the way. Dans le tome 1, on suivait Perséphone, mais pas celle de la mythologie, tu vois, une autre Perséphone, qui, elle avait genre 18 ans, c'était ses vacances, elle a passé son bac, et pendant les vacances, son père a décidé de l'envoyer sans son consentement et sans le consentement de sa maman passer ses vacances en Bretagne. Et de là,
une fois qu'elle sera en Bretagne, bah elle va se rendre compte qu'en fait, peut-être bien, elle a un rapport avec l'océan. Bon, je sais pas un spoil, hein, tu l'auras deviné, ça parle de sirène. Dans le tome 1, j'avais plutôt aimé pas mal de trucs, même si j'avais trouvé le personnage de Perséphone vraiment insupportable. Elle est toujours aussi insupportable dans le tome 2, un tout petit peu moins insupportable dans le tome 3, mais quand même. Je vais pas donner un avis vraiment détaillé parce que je vais vraiment faire une vidéo dans les jours qui viennent sur la saga entière, donc t'auras mon avis détaillé à ce moment-là. Le tome 2, je l'ai un petit peu moins aimé parce que comme dans le tome 1, il y avait beaucoup de choses qui se répétaient, tu vois, on était un peu sur le même schéma. Et en plus, la romance, parce qu'il y a une romance, elle est plus présente que dans le tome 1. Je m'en fous, voilà, de la romance, hein, Osef. Alors les personnages sont très sympathiques, hein, mais Osef, après, c'était quand même divertissant. J'ai préféré le tome 3, notamment au niveau de sa fin, parce que sa fin découvre encore un nouveau truc et c'était cool. Globalement, ce que j'aime, que ce soit dans le tome 2, que ce soit dans le tome 3, et c'était déjà le cas dans le tome 1, c'est vraiment le folklore qui entoure les sirènes. Parce que pour le coup, ça, c'est hyper intéressant et hyper inventif. Du coup, j'adore découvrir à chaque fois un nouveau peuple de sirènes et j'ai été servie en lisant la suite. J'ai continué également ce mois-ci Fablehaven et j'ai continué avec le tome 2 que je n'ai pas. Que je n'ai pas tout simplement parce que c'est mon beau-fils qui est en train de lire actuellement. Et avec le tome 3 que pour le coup j'ai parce que mon beau-fils n'est pas en train de le lire. C'est écrit par Brandon Moll et c'est aux éditions Nathan. Dans Fablehaven, on suivait deux frères et sœurs qui allaient en vacances chez leur papy et de là ils découvraient dans le jardin des créatures magiques. J'ai moins aimé le tome 2 et j'ai encore moins aimé le tome 3. Ce tome 3 m'a un petit peu déçue. C'était déjà le cas du tome 2, mais le tome 2 je l'ai trouvé quand même pas si mal, alors que le tome 3... je l'ai oublié instantanément une fois que j'ai fini de le lire, tu vois. Y a rien qui m'a marqué dedans. Toute une petite partie là avec Kendra au début, j'ai trouvé ça cool. Sinon, ouais, ça m'a pas marqué. D'autant plus qu'une des choses que je préfère dans Fablehaven, c'est découvrir de nouvelles créatures magiques. Et ici, on en découvre pas tant. Et le peu qu'on découvre, je les ai pas trouvés incroyables, contrairement aux autres tomes où j'ai trouvé ça hyper cool. Bon, à part, comme je l'ai dit, la partie avec Kendra au début, une créature magique que j'ai adorée. Il y a un truc que j'ai moins aimé aussi dans le tome 2 et dans le tome 3, les deux, c'est qu'il y a plus d'adultes qui sont plus présents. C'est pas un problème en soi. Le problème qu'il y a, c'est que, je trouve que les adultes, ils sont hyper donneurs de leçons, tout le long, tous, et du coup, ça fait un petit peu redondant. En plus de ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'explications avant de rentrer dans l'action, c'est-à-dire qu'on t'explique telle créature, comment elle fonctionne et tout ça, avant de la découvrir vraiment. Je trouve ça dommage dans ce tome-là. Et enfin, la conséquence du fait qu'il y ait beaucoup d'adultes, ça fait que les personnages sont souvent à côté de l'action, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils ont une grande importance, des fois, ils sont même nécessaires à ce que l'action se passe bien, sauf qu'en fait, l'action en elle-même est souvent menée par un adulte et pas par eux. En termes de crédibilité, c'est plus crédible, en termes d'intérêt pour ce que je suis, j'ai moins d'intérêt. J'ai découvert également ce mois-ci le deuxième tome de la saga The Empyrean, Iron Flame, écrit par Rebecca Yarros et aux éditions Hugo Roman. Globalement, j'ai préféré le tome 1 parce qu'en fait dans le tome 2, je trouve qu'on revient très facilement à la vie normale, alors que la fin du tome 1, il s'est passé un élément de ouf où tu devrais être oh mon dieu, c'est la merde, et tout ce tome-là, on devrait être là-dedans, et en fait non, on revient comme si de rien n'était, tu vois. Et du coup, ça fait que le schéma est un petit peu répétitif par rapport au tome 1, et pour moi, c'est très gadget, tu vois. C'est pas nécessaire. Donc ça m'a un petit peu moins plu. Après, la romance est encore très présente dans ce tome-là. J'ai eu plus d'intérêt finalement dans le tome 1 quand on était au début du truc, tu vois, la naissance de la flamme, qu'ici, en plus, Violette m'a saoulée, tout simplement parce qu'elle reproche au gars de lui cacher des choses, sauf que le gars, tu vois, c'est pas son métier, hein, mais c'est limite un agent secret, tu vois. On est un peu sur le même bail de, c'est normal que le gars cache des choses. Elle l'a, non mais on devrait tous dire, non, en fait, quand tu te mets avec un gars comme ça, tu sais ce que ça implique, en fait, avec le métier qu'il fait, et donc du coup, forcément, tu es censé accepter que le gars va pas tout te dire. Et elle est vraiment en mode, et c'est vraiment un questionnement qui est sur tout le livre, en mode, non mais franchement, je veux que tu me dises les choses, sinon ça va pas aller entre nous. Non. Enfin, si t'acceptes pas ce qu'il fait, en fait, te mets pas avec. J'ai continué également avec le deuxième tome d'Iscari, qui lui s'appelle Le combat des âmes sœurs, toujours écrit par Kristen Ciccarelli et aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est très particulier, parce que moi j'étais pas au courant que ça allait être le cas, mais ici on ne suit pas les mêmes personnages que dans le tome 1. Ici on suit une meuf dont la sœur s'est transformée en oiseau et qui va passer son temps à essayer de détransformer sa sœur pour qu'elle redevienne humaine. J'ai moins aimé que le tome 1, mais c'était quand même divertissant. C'est vrai qu'il y avait rien de surprenant, bon dans le tome 1 non plus, mais un petit peu plus déjà. Là c'était très prévisible du début à la fin. Il y a une petite romance pareil, très prévisible. Ouais, c'est assez particulier parce que c'est vraiment complètement autre chose, c'est-à-dire que dans le tome 1 il y avait une grosse présence des dragons. Là ils sont là de temps en temps, mais quasiment pas en fait, hein. Ils sont dans le décor si tu veux. Aussi dans le tome 1, je l'ai pas précisé, parce que comme je disais qu'il y avait un bail d'histoire dangereuse, on avait une alternance entre les histoires et la réalité si tu veux. Dans ce tome là, au lieu d'avoir une alternance histoire-réalité, on a une alternance passé-présent, donc c'est un petit peu plus classique comme construction on va dire. Mais sinon,
façon, bon, le personnage qu'on suit ici est intéressant à suivre. C'est pas déplaisant, mais c'est vraiment, ouais, trop prévisible peut-être. J'ai continué également la saga Le Chant des déesses avec Le Palais d'Ulysse, écrit par Claire North et aux éditions Hauteville. En fait, globalement, tu suis Pénélope. Dans le tome 1, tu suis Pénélope, mais du point de vue d'Héra, et ici tu suis Pénélope mais du point de vue d'Aphrodite. J'ai beaucoup aimé parce que comme dans le tome 1, ce côté d'être raconté par le point de vue d'une déesse. Héra c'était très drôle, elle était très sarcastique, elle était très piquante, c'était très drôle. Aphrodite elle est moins sarcastique mais tout aussi piquante. Elle est très dans l'amour, elle veut voir des gens qu'elle, enfin voilà, on est dans l'amour avec elle et c'est tout aussi plaisant. Attention, je trouve que la plume n'est pas une plume fluide dans le sens où pour moi tu peux un petit peu avoir quand même du mal à rentrer dedans. Mais malgré tout, elle est très sympathique cette plume parce qu'elle est très poétique et aussi très drôle. Donc le mélange des deux, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment ma came. Et ici, si tu veux qu'on rentre un petit peu plus dans les détails, en gros Pénélope, elle doit gérer tout plein de bonhommes qui s'invitent sur son île, notamment Ménélas, gros bonhomme Ménélas là, qui s'invite sur son île, elle a rien demandé, et Oreste qui s'invite aussi également sur son île. Et voilà, donc elle est aux prises avec ces bonhommes là, c'est intéressant. Ensuite ce mois-ci, j'ai lu le tome 4 de La Passe Miroir écrit par Christelle Dabos et aux éditions Gallimard Jeunesse. Je ne l'ai pas avec moi parce qu'il est dans ma bibliothèque mais il est à un endroit un petit peu chiant à accéder. Du coup j'ai eu la flemme de le récupérer. Ici encore je vais faire très court parce qu'une vidéo sur la saga entière va sortir également incessamment sous peu. Donc pour faire très court, moi j'ai adoré, je sais que beaucoup de gens ont été déçus par la fin, ce n'est pas mon cas. Voilà, moi j'ai adoré la fin. Je comprends que les gens ont été déçus parce que la fin et frustrante, ça m'a pas dérangé, moi j'ai aimé. J'ai trouvé que c'était plus profond que les autres tomes, dans le sens où on est vachement sur la quête de soi, on est limite sur des trucs de dépression, enfin j'ai trouvé ça hyper intéressant, et j'aime toujours autant la plume, notamment ici, bon c'était déjà dans le tome 3, ce côté de, y a un personnage qui parle en quiproquo, et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant, la façon dont elle a écrit les trucs, je trouve ça trop cool, j'ai beaucoup ri plusieurs fois. J'ai dit j'allais faire court, je fais court. Et enfin, la dernière saga que j'ai continuée, c'est la saga God Killer, avec Sunbringer, écrit par Anna Kanner et aux éditions de Saxtus. J'ai encore eu beaucoup de mal à rentrer dedans, c'était déjà le cas dans le tome 1, alors que l'action est sympa, l'action m'intéresse, je crois que ça doit être la plume, je ne sais pas ce qui fait que au tout début de chacun des tomes, j'ai du mal. Une fois que j'ai pu rentrer dedans, je suis vraiment rentrée dedans. Ici, tous les persos qu'on suivait, ils sont séparés, et puis ils se retrouvent, et puis ils se séparent, et puis ils se retrouvent. Malgré tout, je trouve qu'il y a quand même une seule grosse action sur tout le tome, et peut-être que j'aurais voulu voir d'autres choses. J'ai quand même trouvé ça plutôt pas mal, ça m'a intéressé, ça m'a plu. C'est juste le début, voilà, un peu compliqué, et c'est vrai que j'ai quand même préféré le tome 1, je crois. Cela dit, à la fin, il y a une révélation, on est un peu en mode oh my god, c'est le cas de le dire puisqu'on parle de Dieu ici. En vrai, on s'y attendait un petit peu, mais c'est pas grave, on est quand même très content qu'elle arrive cette révélation, et c'est cool. Elle ralouille ma fille, elle n'a pas du tout envie de me laisser tourner cette vidéo. Le problème c'est que quand je la prends, elle ralouille moins, mais sauf qu'elle veut regarder l'écran, et c'est non. Sinon je l'aurais pris pour continuer à tourner. Même quand je la mets de dos, tu vois, limite elle nous fait un 180 degrés pour pouvoir regarder l'écran derrière elle. Elle a compris, la petite maline. On passe au one shot que j'ai découvert cet été. On commence avec Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, écrit par Clara Hérault et aux éditions Hachette Roman. On suit Léna et Phoebe qui sont deux sœurs qui passent tous leurs étés, leurs vacances à la plage, et cet été en fait elles passent leurs vacances à la plage sachant qu'elles ont un petit peu perdu le contact entre elles, leur relation de sœurs elle est un peu cassée et donc du coup peut-être pas, elles vont essayer de la réparer, mais surtout l'une d'entre elles est complètement perdue dans sa vie et l'autre a complètement perdu la joie de vivre. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je sais que beaucoup de gens ont adoré, ça fait partie des lectures préférées de beaucoup de personnes et moi ce n'est pas mon cas. Bon tu sais de toute façon en général moi je préfère la fantasy que le contemporain donc forcément, mais j'ai déjà eu des contemporains où j'ai eu un plus grand plaisir à lire que celui-ci. Par contre je ne nie pas que la plume est très belle, ça va à l'essentiel mais ça y va avec une poésie donc c'est vraiment percutant. Clara Hérault sait très bien retranscrire les sentiments, les émotions, c'est très bien fait, c'est un très beau livre, il n'y a pas de souci, je suis sûre qu'il y a des grosses chances qu'à toi ça puisse te plaire. C'est vrai que moi je suis un petit peu restée en dehors, en fait j'ai eu l'impression d'avoir déjà lu ce type d'histoire, donc ouais moi ça m'a laissé en dehors mais c'est vraiment bien fait. J'ai lu également Le Dernier Lion d'Albâtre, écrit par Dana B. Chalice et aux éditions Gulfstream. Ashtiri a 17 ans, c'est une ancienne esclave et dans ce monde-là, il y a des démons qui arrivent et qui veulent ravager la ville dans laquelle Ashtiri habite et le roi demande à Ashtiri d'aller chercher le dernier lion d'Albâtre qui est en gros un espèce de mage parce qu'en fait il y a plus de mage, c'est un peu le dernier mage si tu veux, c'est pas le lion l'animal, et de le faire revenir pour qu'il combatte les démons. Pourquoi il va chercher une fille de 17 ans pour s'occuper de ça? Pourquoi pas. On suit plein de personnages, on ne suit pas que Ashtiri, c'est-à-dire qu'on suit un prince, on suit un soldat, une meuf qui a une mission. Tous les persos sont intéressants à leur manière, en tout cas j'ai trouvé. Il y a de la représentation de ouf, parce qu'on a de la représentation LGBTQIA+, on a des personnages noirs, des personnages typés plus nord-africains, on a des personnages en situation de handicap,
On a un gros panel de représentation et c'est inspiré de la fantaisie plutôt égyptienne. C'est assez intéressant. Je précise quand même parce que je sais que ça peut avoir de l'importance pour certains que la personne en question n'est pas spécialement concernée, hein. Mais c'est bien fait, hein. En tout cas moi j'ai pas trouvé de choses qui m'ont choquée dans ma lecture. J'ai trouvé ça intéressant, ça m'a plu. J'ai trouvé ça plus original que beaucoup de choses qu'on a pu voir et en même temps très classique. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre, c'est sympa, je te conseille vraiment. J'ai continué avec A Forgery of Roses, écrit par Jessica S. Olson et aux éditions Big Bang. Mira, si tu veux, c'est une artiste peintre et dans ce monde-là, en fait, il y a une certaine magie à travers la peinture, c'est-à-dire que quand tu dessines quelqu'un, tu vois, tu fais son portrait, imaginons que là, elle a un bouton, si tu dessines la personne avec le bouton puis la personne sans bouton, bah, la personne n'a plus de bouton. C'est en gros une sorte de chirurgie esthétique, mais avec moins de bistouri. Et donc Mira est capable de faire ça, parce qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qui sont capables, enfin qui ont ce don-là. Et un jour, une mystérieuse femme va venir à son atelier et va lui demander une mission peut-être impossible, qui va un peu changer la vie de la madame, enfin de la jeune fille. J'ai pas trop aimé, voilà, je sais que ça va en décevoir plus d'un, mais vraiment, moi, je suis passée complètement à côté. Il y a une enquête qui est très très présente dans ce livre-là. Moi, l'enquête, je suis complètement passée à côté, ouais, elle m'a pas tant plu. Et puis en plus, la révélation elle est basée sur un truc qu'on nous a pas présenté, une règle de cet univers qu'on nous a pas présenté avant. Et c'est vrai que moi, ça j'aime pas. C'est-à-dire que je préfère, mais vraiment, je préfère largement avoir trouvé qui est le coupable chapitre 1 que, en fait, le coupable sorte du chapeau parce qu'en fait, il y a un truc qu'on nous a pas expliqué et c'est ça qui va... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui va faire la révélation. Si on nous a mis des indices de façon subtile, y a pas de souci. En tout cas, là, je les ai pas vus, les indices. Ça se trouve, on m'a mis des indices de façon tellement subtile que je suis passée à côté, ce qui est possible, hein. Je laisse le bénéfice du doute, mais j'ai pas l'impression. En plus, il y a une romance, elle est à la fois extrêmement lente, j'ai eu l'impression que c'était interminable, bail, et en même temps, en vrai, ça se passe en 2-3 jours, donc c'est hyper rapide, et je sais pas pourquoi ils se plaisent ces deux-là, tu vois, j'ai pas senti la chimie, j'ai pas senti le truc qui se passe entre eux. T'es d'accord, mes chéris, on n'a pas senti le truc qui se passe entre eux, on est d'accord. On l'a pas senti, on l'a pas vu. Et je suis très déçue parce que je trouve que le lore, tout ce qui concerne les artistes et tout ça, c'est hyper intéressant et que on aurait pu l'exploiter, pour moi, à mes yeux, hein, chacun ses goûts, tellement mieux. Et c'est dommage parce que vraiment, le lore, j'adore. Et je parle pas de moi à la troisième personne, hein, parce que je m'appelle Lauranaïse. Non. J'ai lu également L'île des porte-chances, écrit par Lucy Eligenstein et aux éditions Scrinéo. On est dans un monde où la planète ne tourne pas sur elle-même. Du coup, t'as des endroits où il fait jour tout le temps, des endroits où il fait nuit tout le temps, des endroits où c'est l'aube tout le temps, des endroits où c'est l'horreur tout le temps. Enfin, voilà, tu vois, tu comprends le principe. Et dans ce monde-là, il y a certaines personnes qui portent chance. Et Lou, notre personnage principal, est du coup un porte-chance et on veut le kidnapper. Je vais pas cacher que j'ai pas trouvé ça bon. Attention, hein, je suis pas là pour donner des conseils à l'autrice. Déjà, c'est formidable qu'elle ait fini un livre, y a pas de souci. Quand je vous dis que j'ai pas trouvé ça bon, on est d'accord. Mon avis est subjectif, encore une fois, hein, je précise, ça se trouve, plein de gens vont adorer. En plus de ça, je ne suis pas la cible, j'en suis consciente. C'est-à-dire que c'est de la jeunesse, mais c'est de la jeunesse, pour moi, c'est pas spécialement la jeunesse qu'on va lire avec plaisir quand on est adulte. Et c'est pas un problème, attention, hein, c'est pas un problème. Moi, je trouve qu'il faut de tout, donc il faut avoir des livres jeunesse qui sont lisibles par les adultes, et des livres jeunesse qui concernent que les enfants, et c'est très bien comme ça, tu vois. Donc pour moi, on est dans la deuxième catégorie ici, donc je sais que je suis pas le public, mais il y a des livres où je suis pas le public, et je me rends quand même très bien compte que pour moi c'est très bon. Là c'est vrai que, enfin, je sais pas si je le donnerai à ma fille quand elle sera en âge de le lire, tu vois. Et c'est très dommage parce que par contre, il y a quelques points positifs qui sont extrêmement positifs, c'est-à-dire en termes de représentation pour du jeunesse, il y a plein de choses, voilà, hein, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de choses. Ce côté-là est vachement cool, il y a un questionnement au niveau des migrants, et ça c'est aussi vachement cool. Il y a plein de choses, enfin il y a des choses positives. Sinon, le personnage de Lou, je l'ai trouvé, ça va, par contre, il a 14 ans, on dirait il en a 10. Sa maman, c'est tout bonnement une connasse, j'ai pas du tout envie de la suivre, alors que j'aime les personnages morales grès, j'aime même les personnages méchants, j'aime bien les suivre. Là, juste, je l'ai trouvé antipathique de ouf, et j'ai pas trouvé de charisme, j'ai pas trouvé un truc particulier qui me donne envie de suivre ce personnage. Or, on la suit aussi également, hein, on n'est pas que du point de vue de Lou, on est aussi du point de vue de sa maman. L'aventure en elle-même, l'intrigue en elle-même, osef pour moi, hein, voilà. Pour moi, encore une fois, à mes yeux. Même le titre en soi, ça va pas, c'est-à-dire qu'il y a aucun moment où il y a une île vraiment avec des porte-champs sur toute l'île, tu vois, c'est... Non, en vrai, j'exagère, attention, ça peut plaire à des gens. Au niveau représentation, c'est vraiment top, la question des migrants, c'est vachement top. Il y a aussi, en termes de représentation, en fait, t'as plein de sujets abordés qui sont hyper cool, hyper intéressants. C'est pas mal fait, donc ça, c'est cool. En dehors de ça, voilà, moi, ça m'a pas trop plu. Je vais pas le cacher. J'ai découvert aussi en one shot le livre de Phoenix écrit par Megdi Okorafor et aux éditions Actu SF. Je le mets dans les one shots, mais en vrai c'est un livre compagnon, c'est-à-dire que ça se passe dans le même univers que Qui a peur de la mort. T'es pas obligé d'avoir lu l'un pour lire l'autre.
tu fais comme tu veux, tu fais ta vie. Le personnage de Phoenix, c'est elle, Phoenix, est enfermée dans une grande tour aux États-Unis. Sauf que on fait des expériences sur les gens qui sont enfermés dans cette tour. Phoenix particulièrement, comme son nom l'indique, parce que du coup son nom est lié à ça, brûle tel un phénix, hein, tu vois, elle-même, hein, elle brûle. Et elle décide de se rebeller parce qu'elle est pas trop d'accord avec ce qui se passe dans ces tours. C'est limite sous forme de conte. Enfin, pour moi, c'est quasiment un conte pour adultes. C'est assez intéressant, c'est sympa. On retrouve les codes qu'il y a dans tous les Nady Okorafor que j'ai lus jusqu'à présent, avec un bail de différence entre la culture américaine et la culture africaine, même si ça veut rien dire puisque l'Afrique est un continent très large. Vraiment, c'est de la fantasy panafricaine, c'est-à-dire qu'elle nous mélange, elle s'inspire de plein de cultures du continent africain, et cette différence avec du coup les États-Unis. On critique du coup bien évidemment tout un tas de choses, hein, donc c'est intéressant. Le personnage de Phoenix en lui-même est assez froid et c'est tout à fait crédible, puisque en vrai elle n'est pas tout à fait, je vais pas trop en dire, mais en gros c'est crédible parce que la nature même de ce qu'elle est. En plus de ça, elle est très jeune techniquement puisqu'elle est censée avoir 3 ans, même si elle a encore de femme de 40 ans je crois. D'ailleurs c'est hyper perturbant cet aspect là parce que du coup elle vit pas des choses que quelqu'un de 3 ans est censé vivre, voilà, hein, c'est très malaisant parce que, alors disons les choses, il y a de la fesse, hein, alors attention, c'est pas hyper explicite non plus, mais c'est là malgré tout. À 3 ans, c'est non. Mais elle a un corps d'une femme de 40 ans, techniquement elle a l'intelligence aussi, même plus grande, puisque elle se nourrissait d'énormément de bouquins, et donc elle a vraiment une connaissance presque illimitée à ce niveau-là. Mais la maturité, techniquement, en plus, alors à aucun moment elle a la maturité d'une enfant de 3 ans, à aucun moment, vraiment pas. Par contre, il y a des moments où on sent qu'elle a une maturité d'enfant jeune adolescent, tu vois. Et des fois beaucoup plus adulte, enfin voilà, c'est un peu perturbant quand même sur cet aspect-là, mais c'est quand même intéressant. Il faut juste enlever de la tête qu'elle est censée avoir 3 ans. Retiens juste qu'elle a un corps d'une femme de 40 ans. C'est mieux. J'ai lu également Les Sirènes de Malibu, écrit par Taylor Jenkins Reid et aux éditions Charleston. On suit 4 frères et sœurs qui sont célèbres. Chacun d'entre eux est célèbre, voilà. Des gens qui sont nués avec une cuillère en argent dans la bouche. Et en fait, chaque année, ils organisent une grosse soirée, tu vois. Et c'est la soirée où il faut être, tu vois. La soirée que tu ne veux pas rater. Tout le gratin d'Hollywood va à cette soirée. Et nous, on suit du coup la journée qui précède cette fameuse soirée et la soirée en question, une des années. Et on suit également en parallèle, en flashback, la vie de leurs parents, parce que leur papa est également célèbre. Tout le monde est célèbre dans cette famille, sauf la maman, et son histoire est pourtant tout aussi intéressante, puisqu'il n'y a pas que l'histoire des gens célèbres qui est intéressante. Et d'ailleurs, je crois même que c'est l'histoire de sa maman que j'ai préférée, alors que c'est la plus banale, on va dire. Alors, j'avais adoré les 7 maris d'Evelyn Hugo, j'ai moins aimé Les Sirènes de Malibu, même si j'ai quand même, bon, c'était quand même sympa. C'est plutôt bien construit, les persos sont plutôt cool, hein, les persos, tout autant qu'ils sont plutôt attachants, sauf le papa qui est un connard. Sinon, ils sont quand même plutôt attachants, les personnages. Ce qui est assez marrant, c'est que dans les 7 maris d'Evelyn Hugo, techniquement Evelyn Hugo c'est une connasse et pourtant j'ai adoré son personnage. Bon, là, ouais, il y a vraiment, c'est bien construit, il y a plein de choses cool, mais ça m'a moins touchée que les 7 maris d'Evelyn Hugo, visiblement. S'il y a une chose que l'autrice sait très bien faire, c'est capter la profondeur des sentiments des gens, ça elle sait très bien faire. Et là encore, elle nous prouve, je trouve, il y a moyen que tu aimes beaucoup toi, tu vois, mais vrai que moi, en fait j'ai peut-être commencé par le meilleur de Taylor Jenkins Reid, et peut-être que du coup, je serais forcément déçue par tout ce que je vais lire après, j'en sais rien, j'espère pas. Mais non, ouais, celui-là j'ai un petit peu moins aimé, mais je trouve quand même que c'est un bon livre. Et j'ai lu également Les Vrais Amours, toujours par Taylor Jenkins Reid et aux éditions Charleston. Du coup j'ai encore moins aimé que le livre dont je viens de te parler, tu vois. Mais je m'en doutais parce que là pour le coup c'est vraiment de la romance, alors que c'est pas le cas des 7 maris d'Evelyn Hugo et des Sirènes de Malibu, même si les romances sont très présentes dedans, ce n'est pas que ça. Là Les Vrais Amours pour moi c'est que ça, et du coup forcément moi qui aime pas trop ça, forcément que ça allait moins me plaire. Mais j'étais quand même intriguée par le concept même, parce que du coup je t'en ai pas parlé. Mais du coup on suit en gros une meuf dont j'ai oublié le nom qui est tranquillou pépère avec son boyfriend quand elle reçoit un coup de fil d'un gars qui lui dit coucou, je suis ton mari que tu croyais décédé depuis 5 ans, je reviens. Et du coup la meuf qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle reste avec son boyfriend dont elle est amoureuse parce que du coup maintenant qu'elle pensait son mari mort, elle s'est autorisée à vivre sa vie, ou elle retourne avec son mari qu'elle pensait être l'homme de sa vie? En fait c'est lequel des deux l'homme de sa vie? Et du coup ouais, je trouvais ça le concept intéressant. Le questionnement sur justement le véritable amour est vraiment intéressant pour le coup. Ça m'a pas suffi pour me trouver un vrai intérêt. C'est une lecture dont j'aurais pu me passer, mais je savais que je prenais un risque. Je me suis juste dit, c'est Taylor Jenkins Reid, ça se trouve, sa boîte de la romance, ça va me surprendre de ouf, pas tant que ça. Par contre, c'est quoi le problème qu'elle a avec les parents qui veulent absolument que leur enfant reprenne leur commerce là? Parce que ça fait plusieurs livres que c'est là-dedans là, franchement les parents, vous laissez les enfants faire leur vie. Ce mois-ci sinon, j'ai eu 2 lectures audio. La première c'est Deux Girls, écrit par Emma Cline. On suit Evie qui a 14 ans et qui va flasher sur une meuf qui vit dans une secte, et
et elle va décider de la suivre. C'est pas dit clairement, mais grosso modo c'est l'histoire de Charles Manson, hein, tu sais la secte avec ce tueur en série psychopathe qui vivait entouré de plein de meufs, et de meufs assez jeunes. Dans la vraie vie c'est un fait divers qui m'intéresse, mais là j'avoue que ça m'a pas intéressé autant que j'aurais pu le croire. Je sais pas trop à cause de quoi, peut-être que c'est à cause du point de vue qu'on suit, c'est-à-dire que le personnage qu'on suit, pour moi elle est pas encore assez intégrée au groupe quand il se passe l'événement effroyable que tu connais, tu vois. Peut-être que si on avait suivi la meuf dont elle est fascinée par exemple, le problème c'est qu'elle est très antipathique, mais peut-être que là j'aurais été beaucoup plus dedans, tu vois. Ça peut plaire parce que c'est bien fait, mais c'est vrai que moi ça m'a pas bouleversée. Au niveau du livre audio, la narratrice, je trouvais ça très bien fait aussi. Rien de mauvais sur ce livre audio, rien non plus d'incroyable, mais c'était sympa. La narratrice, ça marche très bien. Enfin, du coup, le dernier one shot que j'ai découvert ce mois-ci, c'était aussi un audio et c'était Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Alors, Tout le bleu du ciel, on suit un gars, dont j'ai oublié le nom, qui fait une annonce parce qu'en fait, en gros, il a un Alzheimer précoce et il veut partir avant de mourir en voyage une dernière fois dans un camping-car, sauf qu'il veut pas partir tout seul, sauf qu'il veut pas partir avec sa famille parce qu'il veut pas leur imposer en gros sa maladie, hein, parce qu'il sait que il va dégénérer, et il décide de demander qui veut partir avec lui en expliquant les conditions du voyage. De là, Joanne va décider de répondre et elle veut partir avec lui en camping-car, ce qui l'étonne parce qu'il pensait vraiment que ça allait être forcément un mec qui allait répondre à son annonce, et non, c'est une femme. Je sais pas si c'est à cause du livre audio ou si c'est le livre en lui-même, mais alors que je sais que c'est un best-seller et que c'est apprécié par tellement de personnes, moi en vrai, je vais pas mentir, j'ai dit NF. Voilà, j'ai dit NF parce que, et c'est le seul livre de tout 2025 que j'ai dit NF. Alors, je l'ai dit NF très tard. Je l'ai dit NF très tard parce que je pense que j'étais à 80% du livre audio, voire 90%. En vrai, il y a moyen que plus tard, juste par curiosité de savoir à la fin, j'y retourne, mais ça m'a pas intéressée. Voilà, ça m'a pas intéressée. Alors que je trouve l'histoire de base hyper bien. Tu vois, ce côté du mec qui a un Alzheimer précoce et du coup tous ces questionnements sur la mémoire et tout ça. Et qui est en rapport avec une femme qui, elle aussi, forcément, t'imagines bien que pour accepter ce truc-là, c'est qu'elle a aussi des choses dans sa vie. Que j'avais deviné très très vite. Et donc il y avait des choses assez évidentes quand même. Mais ça, c'est pas un problème. Ça, vraiment, il y a aucun souci. Ça a rien gâché de savoir ça. C'est juste que je me suis pas sentie proche des personnages. Et c'était long. C'était long. Et je sais pas, comme je dis, si c'était peut-être le livre audio, peut-être que j'ai pas apprécié le narrateur, qui d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que j'écoute un livre audio où je trouve que le narrateur rend la femme stupide. Parce que je trouve pas que Joanne soit stupide, et la façon dont elle a été faite par le narrateur, je trouve qu'elle a l'air stupide. Voilà. Donc je vais pas dire plus de trucs parce que comme j'ai dit NF, je vais pas rester 30 ans là-dessus, tu vois, mon avis n'a pas trop d'importance. Ça trouve la toute fin, les 10% que j'ai pas lus et sont exceptionnels, j'en sais rien. Mais ouais, moi je suis passée en dehors. Alors que je pensais que je pouvais aimer. Parce qu'on m'a dit que Melissa d'Acosta était quand même très proche de Virginie Grimaldi. Et pour le coup, Virginie Grimaldi, j'aime plutôt bien. Donc j'ai été quand même déçue parce que je m'attendais à aimer en fait. Bon, je vais finir sur la dernière catégorie avec ma fille. Je te présente ma fille, que tu peux appeler bébé Poulpi si tu veux. Tu crois qu'avec ton joli sourire, tu peux te mettre devant ma tête pendant que je parle devant la caméra? Du coup voilà, elle me laissait pas finir. Du coup, on finit avec les graphiques que j'ai lus ce mois-ci. Si vous voulez être sur la vidéo. Du coup, niveau graphique, j'ai lu les 3 premiers tomes de Dr Stone, de Riichiro Inagaki et Boichi, et aux éditions Glénat. Ensuite, Taiju et Senku, qui sont des lycéens ou des collégiens, je sais plus trop. Quand soudain, tout se transforme en pierre, mais genre même eux, tu vois. Puis on se retrouve 4000 ans plus tard, ils sont plus en pierre, mais encore la plupart des gens sont toujours en pierre. C'était divertissant. Pas incroyable, mais divertissant. Je vais quand même lire la suite, parce que de toute façon, mon beau-fils les a tous. C'est un shonen, et des fois, tu vois, t'as des trucs un petit peu ridicules, comme dans certains shonen, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as un gars, il se réveille, et décide qu'il n'a pas d'autre choix que d'être leur ennemi. Alors, en fait, si gars, t'as juste 1 milliard d'autres choix que d'être leur ennemi en fait. Mais comme c'est un shonen, on accepte. On apprend pas mal de choses parce que le personnage de Senku là, il veut reconstruire la civilisation, non pas avec le pouvoir de l'amour, mais avec le pouvoir de la science. Quand il fait un nouveau truc scientifique, c'est expliqué de façon ludique, vraiment de façon claire. Et du coup ça c'est super pour un ado, tu vois, un ado ou un enfant de 10 ans qui va être passionné de science, tu vois, ça va vraiment lui plaire comme manga. Mais pour moi, pour l'instant, c'est divertissant sans plus. Et le dessin, je l'ai pas trouvé ouf. J'ai également lu le tome 3 de Elle, pluriel, de Kit Toussaint et Aveline Stockart et aux éditions Le Lombard. On suit une lycéenne qui s'appelle Elle et qui a différentes personnalités qu'on reconnaît notamment grâce à la couleur de ses cheveux qui change en fonction de la personnalité. J'avais beaucoup aimé les premiers, mais je crois que j'ai mis trop de temps à lire ce 3e tome et du coup là c'est retombé et ça m'a moins intéressé. Il y a de l'humour et ça on apprécie et je pense toujours que pour les enfants jeunes collégiens c'est vraiment top. Enfin cet été j'ai découvert les 15 premiers tomes de Full Metal Alchemist d'Hiromu Hirakawa et aux éditions Kurokawa. On suit
suit Ed et Alphonse qui veulent faire revenir leur maman qui est décédée grâce à l'alchimie. Alors que tout le monde sait qu'il faut pas essayer de faire revenir les morts à la vie parce que ça se passe jamais très bien. Et là, en l'occurrence, ça se passe pas très bien non plus. Ed perd son bras et Alphonse perd tout son corps, hein, il y en a un qui est quand même plus chanceux que l'autre. Alors, il perd tout son corps, mais il se retrouve enfermé dans une armure parce que Ed l'enferme lui-même dans une armure parce que il perd pas son âme, il perd vraiment juste son corps, Alphonse. Du coup, on les retrouve un petit peu plus grands. Ed est alchimiste d'état et Alphonse est juste le toutou qui le suit partout. Et les deux vont tenter, hein, tout le long de cette histoire, de retrouver le corps d'Alphonse et le bras d'Ed qui quand même a eu beaucoup plus de chance, comme je le disais plus tôt, que son frère. Bon, certes, pas de bras, pas de chocolat, hein, et c'est triste de pas avoir de chocolat dans la vie, mais il a quand même un bras mécanique en guise de compensation, tu vois. Donc en vrai, il y en a, ils ont pas tant de chance. C'était vraiment bien. J'avais déjà vu les deux animés, hein, donc Brotherhood et pas Brotherhood. J'avais trouvé qu'il y avait des trucs intéressants et des choses moins intéressantes dans les deux. Là, dans le manga, pour l'instant, dans les 15 premiers tomes, c'est aussi le cas. C'est vraiment quand même très intéressant au niveau questionnement philosophique, questionnement politique. Il y a des traumas. Si je te parle de chien, si t'as vu ou lu, tu vas savoir de quoi je parle. Il y a des personnages hyper intéressants et profonds, donc tout ça on aime. Hein. Mais déjà, je trouve que l'introduction, c'est-à-dire le premier tome, ne fait pas forcément honneur au reste de l'histoire. Je le trouve très en dessous de quasiment tous les autres tomes, en tout cas dans les 15 premiers. Je trouve qu'il fait très immature, si tu veux, par rapport à la suite. Tu veux manger ma main, ma chérie? T'as cru que c'était une sucette? Et en plus de ça, je trouve qu'il y a vraiment certains tomes que j'ai trouvé presque sans intérêt alors qu'il y en a d'autres que j'ai trouvé génial. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter. Tu peux me mettre un emoji pile à livre comme quasiment à chaque fois que je fais des updates lecture et tu peux me rajouter un petit emoji soleil, plage, tout ça parce que c'était l'update lecture de l'été. Voilà. Sur ce, des bisous.